Eh bien, Rev Tov à tout le monde, messieurs, mesdames, mesdames, messieurs. Très simcha de pouvoir reprendre avec vous donc le cycle des shiurim du lundi. Bon, on dit Ones Rahman la Patré, en cas de force majeure, bon, il est mochel, mais quand même, un principe qui dit Keilou Yassa, Lo Amrinan. On est à nous, on ne peut pas nous en vouloir, mais quand même, ça manque. Donc, on va tâcher, Bezrat Hashem, que à Mehat, Mechilet Meroubé, que dans le petit temps qui nous est imparti, on essaie de dire le maximum de la halachot et donc se renforcer ensemble, surtout que on rentre dans un mois qui est Meroubé à la halachot. Déjà depuis un mois avant Pessah, on commence en sélection de Pessah, on est déjà au mois de Nissan, Nissim, donc on aborde tout de suite les halachot Pessah qui sont ô combien importantes, ô combien nombreuses et ô combien difficile à appliquer, à tel point que la formule consacrée, lorsqu'on se donne des brachot à Pessah, c'est Pessah, Kasher, Vesamar. Il n'y a aucune autre fête où on se souhaite que la fête soit Kshera. Bon, c'est normal qu'elle soit Kshera. On se souhaite Simcha, Moadim Besimcha, etc. Mais là, Pessah, on dit Kasher, Vesamar. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est fort difficile de faire toutes les mitzvot comme la Torah nous le demande et comme nos sages, comme les Chachamim nous le demandent. Donc, comme d'habitude, on va dire d'abord un tout petit mot de trizouk, je ne vais pas m'allonger parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il faut se préparer. Une chose que je vais vous dire, préparer la Haggadah. L'idée, il y a beaucoup de livres pour les francophones, beaucoup de livres en français. Pour ceux qui sont en Israël et qui maîtrisent déjà le Lashon HaKodesh, beaucoup de Haggadot commentées avec de très beaux commentaires. Donc, l'idée puiser et préparer quelques histoires à raconter lors du CDR, parce que, comme j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, nous avons le soir du CDR que 2 mitzvot Minatora. On a plein de mitzvot dans l'ensemble du CDR, mais 2 seulement sont Minatora. Toutes les autres sont Midrabanan. Et bien la première, celle avec laquelle on commente, la chronologie, c'est la Haggadah, précisément, le Sipour des Tiat Mitzrayim. Donc il est fort important de savoir, il faut le dire, le répéter autour de vous, que lorsqu'on lit la Haggadah tout simplement, lorsqu'on raconte la sortie d'Égypte avec toutes les tribulations par lesquelles ils sont passés, eh bien, on fait une mitzvah minatora. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, mitzvot minatora, tzirot kavana. Quelle kavana? Je ne parle pas du zèle et de la profondeur, je parle tout simplement avoir la kavana qu'on fait mitzvah minatora. Dire aux enfants, sache que quand je te raconte la Haggadah, lorsque les femmes entendent la Haggadah, lorsqu'elles disent la Haggadah, eh bien, elles font une mitzvah minatora. Et ça, c'est fort important de le savoir parce que ça fait partie du kiyum mitzvah, de l'accomplissement de la mitzvah. Donc, savoir que raconter la sortie d'Égypte, eh bien, c'est une mitzvah. Comme le passage dit, V'igata lebincha, tu raconteras à ton fils. Et c'est pas Davka le fils, à n'importe qui tu peux raconter, même si tu es seul, tu peux te re-raconter à toi, ça fait partie de la mitzvah. Voilà donc l'introduction pour vous encourager à préparer donc des choses à raconter pendant la Haggadah. Je vais vous en dire une toute petite. Rien n'est petit, vous savez. Au début de la Haggadah, nous disons Halach Mahania, voici le pain de misère, dit Achalou, qu'on mangeait, Avahatana, nos adieux, nos ancêtres, Be'ar'a de Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Voilà, on désigne les matzot, et dans les matzot, on dit voici le pain qu'ils mangeaient. Donc, c'était un pain difficile à avaler, qui était dur à manger, et pas le temps de gonfler, d'avoir un bon goût. Eh bien, Diachlu Abatana Be'ar'a de Mitzrayim pose question. Vous savez que dans le courant de la Haggadah, nous disons, qu'est-ce que nous disons? Matzazo shanochlim. Hashuma, cette matzah que nous mangeons, pourquoi nous la mangeons? Hashum, shelo ispik batseket shalavotenu. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte. Ils étaient prêts à faire du pain, pas des matzot, et ils n'avaient pas le temps de le faire, ils n'avaient pas le temps de laisser lever la pâte. Donc en fait, lorsque nous mangeons de la matzah, d'abord et avant tout, nous commémorons, nous fêtons un événement historique que lors de la sortie d'Égypte, ils n'avaient pas le temps de faire du pain levé. Donc en fait, si vous réfléchissez bien,
ce pain de misère, ce n'est pas du pain de misère, au contraire, c'est du pain de Géoula, puisque essentiellement, c'est le de la sortie d'Égypte, de la Géoula, de la délivrance. Alors, comment se fait-il qu'on dit que ce pain-là, à l'Achmania d'Achloa Batana, Berad Mitzrayim, le pain de misère qu'ils mangent en Égypte, ça devrait être au contraire. C'est le pain qui nous rappelle la liberté. Pourquoi rappelle-t-on la misère? Beaucoup d'explications ont été données sur ça. Certains expliquent qu'en fait, la matzah, elle a les deux dimensions, elle a les deux primotes. Elle contient en elle le souvenir de la servitude d'Égypte et aussi en elle le souvenir de la transformation de la misère en Géoula. Plusieurs explications ont été données là-dessus. Dans une longue sikha qui avait beaucoup de bruit à l'époque, le rabbi développe ce thème pour beaucoup de questions là-dessus. Mais en fait, il dit la chose suivante. Il ajoute des questions que on dit Kol Dirfin était Bénisra. Maintenant, on est en liberté. Pourtant, nous disons toute personne qui a faim, elle est invitée à notre table. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait en liberté. Il y a des gens qui ont faim, des gens qui sont pauvres. Alors que la liberté, ça veut dire qu'on a tout. Il y a un grand remède. Il y a un grand remède dans ça. Il y a un grand dagesh. Que le Balagada, au début de la Gada, nous dit oui, on va fêter la sortie d'Égypte. Les Shana, ils m'ont envoyé beaucoup de choses. On va voir, on va être Bessimcha, on est en Géoula. Mais, sachez que tant qu'on n'arrive pas à la Géoula Shlema, tant que Mashiach n'est pas là, toutes les Géoulotes qu'on peut fêter, toutes les fêtes qu'on peut fêter, toute la Simcha dans laquelle on peut se trouver, comme la Simcha d'un mariage, la plus grande Simcha dans la vie d'une personne, d'un homme, d'une femme, eh bien, sur la coupa, on casse un verre pour se souvenir que ce n'est pas parfait, il manque encore quelque chose. Et c'est ça le remède, très très beau comme idée. Je pourrais dire ça le soir du désert. Le remède de cela, oui, on va fêter la liberté. Oui, on va dire tout à l'heure, Matzazou Shanochim, on la mange pour nous souvenir de la sortie d'Égypte. Mais malgré tout, malgré le fait qu'elle contient en elle la sortie et la Géoula, mais quand même, c'est quoi? C'est du Lachma Ania. C'est encore du pain de pauvreté parce qu'on n'est pas arrivé au summum de la Géoula. L'idée est très belle. C'est vraiment un scoop, je veux dire, un chidouche, je suis ravi de nous expliquer que même que on parle du pain de la Géoula, le pain qu'ils ont mangé à la sortie d'Égypte, après la délivrance, après la liberté, eh bien, il a toujours ce shem, il a toujours ce nom de Lachma Ania. C'est quand même encore du pain de pauvreté. Il faut bien s'imprégner de cela, ne pas se contenter de cette semi-liberté que nous avons, bien que, pour reconnaître que la liberté, le matzav dans lequel on se trouve de nos jours n'a rien à voir avec le matzav qu'on peut connaître nos ancêtres partout, en Europe et ailleurs, dans toute l'histoire juive. On vit maintenant une époque bénie où on peut faire toutes les mitzvot. Malgré tout, le pain de liberté que nous mangeons, eh bien, il s'appelle Lachma Ania, du pain de pauvreté et de misère, parce que nous n'avons pas encore la délivrance finale, et c'est ça qu'on recherche, c'est ça que l'on veut, c'est ça qu'on se bat. Voilà donc le mot que je voulais vous dire. Donc n'oubliez pas, on est en talir, on est en mouvement. Attention, je ne suis pas en train de pleurer sur la galoute, en train de dire répéter les mots du rabbi. Oui, il semble qu'on est arrivé à une certaine plénitude, une certaine facilité pour l'accomplissement des mitzvot. On peut dire, Matzazou Shalom, cette matzah qu'on mange, c'est le symbole de liberté, mais ce n'est pas une liberté totale encore. C'est encore du lachma ania, du pain de misère. Voilà le mot que je voulais vous dire. Je vais aller rapidement donc au halachot. Il y en a beaucoup. Je vais tâcher de vous dire l'essentiel. Je ne vais pas rentrer dans tous les pratim, les détails, mais quand même, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses. Maintenant, on est déjà dans le mois de Nissan. Quelques inanimations rappelées pour le mois de Nissan. Mois de Nissan, on se rappelle déjà qu'on ne dit plus Tachanouim. C'est un mois de Géoula, c'est un mois de délivrance. Donc, on ne rappelle pas nos péchés, on ne fait pas quand on fait Kriyat Shema Shalamita, on ne fait pas le Tachanouim, pas le Halchet. Le lundi, le jeudi, et même toute la semaine, on ne fait pas le Halchet. Donc, tout ça, c'est supprimé. Ceux qui font, on évite, mais certains font des ta'aniot, etc., des jeûnes, on ne jeûne pas pendant ce mois-là. El mit'anim. Il y en a qui ont l'habitude de jeûner, par exemple, le jour du Yorkshire de leurs parents. Eh bien, si c'est au mois de Nissan, on ne jeûne pas.
on a un grand minag, déjà marqué dans le Shulchan Aruch, de donner de l'argent, tout ce qu'on appelle Ma'otritin. Bon, j'ai eu beaucoup de coups de fil aujourd'hui, on m'a dit, est-ce que vous avez, je veux vous envoyer de l'argent pour donner, faire des colis de ça. Tout le monde est dans ça, c'est une très très bonne chose. Donner des colis, tout coûte cher, les matzot sont chers, la viande est chère, le vin est cher. Donc, tâchez de donner une partie de votre argent à des organismes que l'on connaît et qui se chargent de faire donc des paniers de Pessah, de telle sorte que chaque maison puisse faire comme il faut le Seder de Pessah. Vous savez très bien que le rabbi a ajouté autre chose, il a ajouté qu'il faut manger de la masmoura, et ça c'est ô combien élevé comme prix, c'est yakar, c'est cher, mais en tout cas, au moins au minimum pour les Sedarim, avoir que chacune des personnes membres de la famille ait des matzot shmurot. À Paris, on distribue beaucoup, mais bon, ça coûte très très cher. On tâche de donner 3 par famille, mais 3 par famille, c'est insuffisant. Il faut que chacun se débrouille pour avoir donc des matelots shmurot, au moins pour les Sedarim. On va voir les quantités minimales qu'il faut avoir pour pouvoir être quitte du Seder. Je tâcherai de vous faire des économies, mais bon, à l'impossible nul n'est tenu, donc il faut avoir des minima. Ensuite, donc après, ça, il y a 2 petits minagim. Le minag d'abord de lire les nessim. Les nessim, ce sont les inaugurations, ce sont les chefs de tribu qui ont inauguré le Mishkan dans le désert. Et donc, chaque jour, on en lit un. Aujourd'hui, c'était Zvouloun, de Maseret Issachar, Zvouloun, celui qui Chofayam, celui qui ramène la Parnassa. Issachar, c'est celui qui prend Hamor Garem, celui qui prend le joug de la Torah sur vie. Quoi qu'il en soit, chaque tribu a une fonction. Et donc, on lit les psukim de la Torah. Vous les trouverez dans le Sidour, hein, et qui est suivi par un très très beau Yehiratson, une très belle fila. On dit que toutes les nitzotot, akdoshot, toutes les étincelles s'élèvent vers Dieu si je fais partie de cette telle ou telle tribu. Donc, tâchez de le faire. Et j'ajoute quelque chose. Ceux qui, pour une raison quelconque, n'auraient pas commencé ou auraient commencé et auraient oublié, eh bien, il y a une possibilité de vous rattraper. Hein, par exemple, demain matin, les jours que vous n'auriez pas lu, le Nessi, vous pouvez le lire, pas de problème. On peut se rattraper. Voilà donc pour quelques halachot concernant le mois de Nissan. Maintenant, Rav, excusez-moi, si on a oublié de faire Nassi dans la journée, après la tombée de la nuit, bien sûr, dans la même journée, c'est inutile. Vous pouvez vous rattraper, madame. J'entends pas la réponse parce que j'ai plus de réseau. Voilà. Non, je vous dis que vous pouvez vous rattraper. Vous avez entendu? Allô? Non, pas du tout, je n'ai pas entendu parce que je n'avais pas de réseau. Non. Oui, là, j'entends, oui. Voilà, je vous disais que vous pouvez vous rattraper, il n'y a aucun problème. Dès que vous vous rappelez, vous rattrapez, sans problème. Même si c'est la nuit? Même la nuit, même un autre jour, oui. Très bien. Le lendemain, oui, vous pouvez vous rattraper, absolument. Et donc, on fait par exemple, si on a oublié hier, on fait aujourd'hui, on fait le deuxième et le troisième. Voilà, quelqu'un qui aurait tout oublié depuis le Rosh Chodesh Nissan, ben, il peut, dès qu'il se rappelle, ben, il prend, il lit tout. Ben, il lit la partie avec le Yeratson et tout, alors. Voilà, absolument. D'accord. Merci, Rav. Voilà. C'est une grande kedusha, c'est bien de dire ça. Le rabbi a fait beaucoup de trochim sur ça, sur ce Yeratson, et Nitzotot, Akdoshot, c'est des choses de la Kabbalah, mais bon, on sait très bien de le faire. Alors, ça veut dire qu'il faut faire aussi, on peut se rattraper avec le Yehiratson? Oui, absolument, madame. Absolument. Ah, merci. Voilà. Alors, je vais vous parler, bon, essentiellement, on est déjà le 3. Le 3, on court peut-être en Israël, c'est peut-être le 4 déjà, c'est peut-être la nuit chez vous. Chez nous, il fait encore jour. Donc, on est bien avancé dans le mois de Nissan. Donc, il faut parler de l'abdika, mais essentiellement, après, je voudrais vous parler des shiurim, du seder, faire un seder comme il faut. Je pense vous l'avoir fait l'an passé, mais on répète, mais il faut bien connaître la halachot du seder. Alors, pour l'abdika tramet, je ne vais pas être très long. Tout le monde sait qu'on fait le ménage de Pessah, tout le monde sait qu'il faut tout enlever, tout le tramet, etc. Je vais vous rapporter 1 ou 2 halachot qui contiennent en elles, bon, un kitsour de l'ensemble
des actes que l'on fait lorsque l'on fait l'abdicat Hametz. Bon, chacun sait qu'il faut faire l'abdicat Hametz dans toute la maison, dans les habits, dans les cahiers des enfants, les cartables, tout entendu. Alors, première question, certaines personnes, c'est fréquent, en tout cas en France c'est fréquent, je ne sais pas si en Eretz c'est comme ça, beaucoup de familles ne sont pas chez elles pendant Pessah. Soit qu'ils veulent passer en Eretz Israël, Eretz HaKodesh, de Pessah, soit qu'ils vont dans la famille, un Parisien va aller à Marseille parce que ses parents habitent Marseille, etc. Donc, on se déplace, certains prennent une location ailleurs, quoi qu'il en soit. Sachez que celui qui n'est pas chez lui a l'obligation quand même de faire l'abdicat Hametz dans sa maison quand le dernier soir qu'il passe dans sa propre maison. Exemple, une personne qui voyagerait lundi dans la journée. Eh bien, il devra faire l'abdicat Hametz le dimanche soir. Dimanche soir, il prend les 10 morceaux après le nettoyage de la maison. Il met les 10 morceaux, il cherche les 10 morceaux, il fait le texte du bitoul, mais il ne fait pas la différence avec le Or les Arba Assar, la nuit du 14, qui est cette année donc jeudi soir. Eh bien, la différence, c'est qu'il ne fait pas la bracha. On ne fait pas la bracha. La bracha ne se fait que jeudi soir, la nuit du Arba Assar, du 14 Nissan. Maintenant, la question traditionnelle, puisque je ne suis pas chez moi, je voudrais bien éviter de faire du ménage, je voudrais mettre tout à la vente, etc. Dans la théorie, c'est possible. Dans la théorie, c'est possible. Seulement, le conseil que je vais donner, c'est de ne pas mafkia le chiyuv de bdika. Il ne faut pas faire sauter, il ne faut pas éliminer le chiyuv de bdika. Si vous vendez tout, ça veut dire que c'est comme si vous n'avez pas de maison, en quelque sorte. Celui qui n'a pas de maison, il n'a pas de bdika à faire dans sa maison. Or, beaucoup de poskim pensent que la mitzvah de Biur Hametz, ce n'est pas seulement ne pas posséder du Hametz, c'est aussi faire un acte physique positif de brûler le Hametz, de chercher de le brûler. Donc, si on vend toute sa maison et on est invité dans de la famille en Eretz Israël, un Eretz, si c'est de la famille ou bien vous êtes dans un hôtel qui prend sur lui de faire tout le ménage. Donc, ça veut dire vous, à l'hôtel ou dans votre famille en Eretz Israël, je parle pour un Français, donc pour un qui habite en France, il n'a rien à faire. Il peut aider son papa, sa maman en Eretz Israël, il peut les aider, mais ce n'est pas sa propre mitzvah, puisque le Hametz qui est dans la maison de ses parents ou des amis chez qui il va passer Pessah n'est pas son propre Hametz. Et même s'il a acheté du Hametz, mais c'est dans la maison de son ami ou de ses parents. Donc, c'est les parents qui ont l'obligation de faire. Tout au plus, on est participant, on peut aider, on peut être shliach, hein, on peut être délégué pour la mitzvah, mais ce n'est pas sa propre mitzvah. Donc, pour faire sa propre mitzvah, il faut le faire chez soi, à la maison. Alors, comment? Bien, tout simplement, je conseille vivement de laisser une partie de votre maison non vendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais être précis, on ne vend pas la maison, en fait, on vend le Hametz qui est dans la maison. Par exemple, vous dites, je veux éviter le ménage dans la cuisine, il y a toutes les machines, il y a beaucoup de choses dans la cuisine et dans les chambres et tout. Puis je garde la salle à manger non vendue. Sur l'acte de vente, vous mettez, je vends tout le Hametz dans la maison, sauf celui qui est dans la salle à manger. Ou sauf celui qui est dans la cuisine. Ou sauf celui qui est dans une chambre où les enfants ont l'habitude de manger. Bien sûr, une chambre où, chez Machnissim Bo Hametz, dans laquelle on introduit du Hametz. Et dans cette chambre en question, qui n'est pas mise là, c'est là que vous mettez les 10 morceaux. Et le dernier soir, chez vous, vous faites l'abdika, vous gardez ces 10 petits morceaux, mettez-en un petit paquet, mettez ça dans la valise, et puis vous allez en Eretz Israël, ou dans le sud de la France, ou dans les montagnes, ou là où vous voulez aller. Surtout, n'oubliez pas, hein, je souris parce qu'il y a des années que les gens ils ont pris leurs 10 morceaux quelques jours avant, ils les ont mis dans la valise, donc ils n'ont pas brûlé le Pessah, faites attention. Donc n'oubliez pas que vos 10 morceaux qui sont dans un sac, dans votre valise, quand vous arrivez à votre lieu de vacances, pensez bien à le brûler avec tous les gens qui brûlent leur Hametz. Donc vendredi matin, vous regardez les horaires selon l'endroit dans lequel vous êtes. Donc voilà, je dis en résumé, ce que je veux dire, c'est que je conseille vivement à tous ceux qui veulent éviter les ménages, mais non plus pas ne pas faire la mitzvah comme il faut, hein, la faire sans vraiment faire une réplica, alors de garder une partie de sa maison non vendue, mais dans laquelle vous faites l'abdika. Maintenant, certains rétorquent, disent oui, mais si je vais quelques jours avant l'Eretz Israël ou dans une location,
on va introduire du Hametz, on peut faire là-bas? Oui, la réponse est oui. Si vous avez une location qui est à vous, seulement à vous, quelques jours avant, avant Pessah, 4-5 jours avant Pessah, eh bien, vous avez une location, hein, des Juifs vous donnent une maison propre en Israël, je suis à Tel Aviv, je suis à Netanya, une maison propre, mais je rentre dans cette maison quelques jours avant Pessah. Donc, si j'ai quelques jours avant Pessah, je veux forcément rentrer du pain avant. On ne va pas rester une semaine sans manger de pain, surtout si vous avez une famille et des enfants. Eh bien, vous pouvez avantageusement, dans ce cas-là, mettre votre maison en France, habituelle. Tout le Hametz qui est dedans, tout est vendu. Et vous faites une vraie bdika dans la maison qui est en location. Pourquoi? Parce que vraiment, comme elle est en location, elle est vraiment à vous. Et vous avez introduit du Hametz qui est à vous quelques jours avant. Dans cette mesure, vous faites la vraie mitzvah Erev Pessah, hors les Arba Assar, c'est-à-dire cette année, jeudi soir, vous le faites dans la maison en location. Attention, j'ai bien une maison en location. Si vous êtes chez les parents, chez des amis, non, parce que c'est les parents, les amis qui, eux, ont l'obligation, parce que c'est leur maison. Vous voyez la différence? C'est des petites nuances, mais il faut bien faire attention. Voilà, donc les solutions, c'est ou bien chez soi, vous gardez une chambre, ou bien en location, si c'est vraiment une location qui n'appartient qu'à vous. Mais si vous vendez tout le Hametz de votre maison et vous êtes invité chez vos parents en Israël, il n'y a plus de mitzvah. C'est dommage. Voilà, je vous ai fait un petit tableau des problèmes les plus fréquents, les plus demandés pour l'abdikat Hametz. Je ne vais pas vous enseigner comment on nettoie le Hametz. Non, tout le monde sait comment on nettoie le Hametz. Il faut aller partout. J'en profite pour vous dire, à la suite de ce que je suis en train de dire, c'est que, bien sûr, il faut faire l'abdikat dans les bureaux, dans les voitures, etc. Sachez qu'il est tout à fait possible de faire une partie de l'abdika avant, hors des Arba Assar, avant le 14 Nissan. Vous pouvez le faire. Parce que le soir, c'est très très difficile d'aller dans le bureau, d'aller dans la voiture, c'est de tout faire bien. C'est une mitzvah, il ne faut pas bâcler, il faut passer en 3 minutes, il faut vraiment chercher s'il y a du Hametz. Donc c'est tout à fait possible, hein, les nuits qui précèdent le 14 Nissan, aller dans votre voiture avec une bougie, avec une lampe même, une lampe forte, et puis vous faites l'abdikat de votre voiture, l'abdikat de vos bureaux. Et dans la mesure où vous n'introduisez plus du Hametz ni dans la voiture, ni dans les bureaux, eh bien, vous avez le droit de le faire avant le 14 Nissan, et bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, sans bénédiction, sans bracha. Mais c'est vraiment la vraie bdika. Et donc, il ne va rester chez vous que la maison. Et je vais aller un peu plus loin, je ne vous cache pas que ces dernières années, avec l'âge, etc., la bdika est parfois pas évidente à faire. Je n'hésite pas à faire une partie de la maison les nuits, les soirs qui précèdent le 14 Nissan. Si on a une grande maison avec beaucoup de chambres, je n'hésite pas à faire quelques chambres, quelques jours avant, de telle sorte que le soir du Arba Assar, du 14 Nissan, donc cette année le jeudi soir, il me reste par exemple la salle à manger, la cuisine, et c'est une pièce à faire. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins fatigant. Et n'oubliez pas qu'il y a une grande mitzvah aussi d'être en forme au Seder. Hein. Et malheureusement, on est souvent épuisés, les femmes en particulier sont épuisées, c'est dommage. Hein, c'est grande mitzvah de tâcher d'être en forme, de trouver toutes sortes de tarboulotes pour être en forme, sans non plus négliger ces chumrot, sans non plus négliger le Icar. Hein, le Icar qui est bien faire attention à la cache-route, etc. et à la faute. Voilà donc pour l'abdika. Y a-t-il des questions sur l'abdika? Gérard? Mesdames? Allez-y. Oui, Oui, on est là, Rav, on est là. les micros sont ouverts. Hein. Je vous écoute. Aucune question? Tout ça. Attendez. Pour l'abdika, on fait avant ou après Arvi? Et alors surtout, un autre détail qui... Vous avez entendu ou pas? Non, il y a une coupure là. Alors, je disais simplement, la première question, c'était pour est-ce qu'on fait l'abdika avant ou après avoir fait Arvit? Et la deuxième chose, je ne sais pas, vous avez dit, il faut, si on veut s'avancer dans les jours d'avant, vous avez parlé d'Afred de la nuit, mais il faut obligatoirement le faire la nuit quand c'est les jours d'avant. On va s'avancer dans l'abdika. Je réponds aux deux questions.
La première question, c'est oui, ça va faire vite. C'est-à-dire Vesheno, c'est-à-dire Kodem. Donc, maintenant, sachez qu'une personne qui ne va jamais aller au Minyan, bon, j'espère que ça n'arrive pas, mais bon, c'est sûr qu'il ne va pas au Minyan, donc lui, il ne risque pas d'oublier. Il peut faire sa bdika avant, puis faire Arvit tout seul chez lui, comme il le fait tous les soirs, il n'oubliera pas. Par contre, je crois qu'on dit, part d'une personne qui va Arvit le soir, et donc s'il ne le fait pas tout de suite, il risque d'oublier, donc on remet en selle le principe de Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem, ce qui est le plus fréquent, c'est en premier. Donc, c'est comme ça qu'on fait ici, comme ça dans l'immense majorité des choules. On fait Arvit dès qu'il fait nuit, et puis on va à la maison faire la bdika. Ça, c'est pour la première question. Maintenant, vous demandez les autres jours, est-ce que c'est la nuit? Alors, les khatrila, c'est évident que c'est la nuit. Maintenant, vous demandez Bediabat, j'ai du temps dans la journée, etc. Il y a un makor, il y a une source dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, de pouvoir faire l'abdika le jour. C'est le digne de Arsadra. Arsadra, c'est un endroit comme des arcades, très très ensoleillé, très clair. Et là, on peut faire le jour. Donc, on va transposer ça chez nous. Cela veut dire que si vous avez un endroit à la maison, et comme ça arrive, en Israël, je suppose qu'il fait très ensoleillé, chez nous, là, dans la région parisienne, il y a eu beaucoup de soleil ces derniers jours, Baruch Hashem. Il est clair que la salle à manger, les pièces sont très, très éclairées. Donc, les endroits éclairés, on peut parfaitement faire l'abdika dans des endroits qui sont bien éclairés. Donc, ça répond à votre question. Maintenant, les endroits, s'il faut aller, s'il faut aller derrière les armoires et tout, là, ça va être un peu compliqué le jour. Hein. C'est en général le soir avec une lampe, avec la bougie. Voilà, autre question. Oui, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, vous avez dit qu'on peut prendre une lampe pour faire des 4 ametz ou il faut exclusivement une bougie? Je n'ai pas compris. Alors, je vous réponds. Dans le din, ça veut dire l'utilité, la matara, le but de la bougie, c'est de vous éclairer, de pouvoir aller dans des endroits sombres. Voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez parfaitement y aller avec une lampe, surtout maintenant, il y a des lampes dans certains smartphones qui sont très, très fortes. C'est un vrai plaisir. Je ne vous cache pas que moi, comme je vais vous expliquer, j'ai toujours la bougie en cire parce que c'est le minac, parce qu'il y a beaucoup de choses cachées dedans. Mais je m'accompagne aussi d'une lampe de smartphone parce que vraiment, c'est très, très clair. Ça rentre dans les interstices entre les armoires et le mur. C'est très, très pratique. Maintenant, bien que la halakha nous dit qu'on peut, l'essentiel, c'est que ce soit éclairé. Mais vous savez qu'il y a des inyanim rouchanim, spirituels, la cire, c'est beaucoup de symbolique dans là. Donc, même si elle ne va pas servir à grand-chose en quelque sorte, mais il faut avoir une bougie en cire. Ah, d'accord. Et quand on cherche avec la bougie, la chambre, elle doit être allumée. Il ne faut pas qu'elle soit noire, d'accord? Ah, vous demandez. Écoutez, j'ai entendu pas des chitos dans la part, mais des avis, des ergeshim chez les gens. Je connais des gens qui me disent que quand c'est obscur, on va mieux dans les coins. Il y a d'autres qui me disent exactement le contraire. Et parmi lesquels je me place, ça m'est très, très difficile d'aller chercher dans les coins quand une chambre est sombre. Au contraire, moi, j'allume les pièces au maximum avec des LED. Plus il y a de la lumière et plus je vois mieux. Vous voyez, donc, c'est une question de. C'est plus une halakha, vous voyez. C'est une question de comment la personne sent qu'il va davantage faire la bdika. Ah, merci. Je t'en prie. Allez-y. Vous êtes en train de dire on peut faire il y a des gens qui font l'abdika, vous compris, en s'accompagnant d'une bougie, mais en même temps toute la maison est éclairée avec les lumières? Oui, pourquoi pas? Parce que la bougie, elle va vous permettre. C'est quoi le lien de la bougie? Réfléchissez. C'est d'aller dans les interstices. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, vous dites qu'à priori il faut faire. Écoutez, ça serait un peu absurde de dire je vais éteindre pour que la bougie elle ne serve à quelque chose. Mais la bougie, c'est pour enlever le khametz. C'est pas un jeu pour vous éclairer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, j'éteins parce que sinon, là, comme la Gemara a dit, Shraga betiara maimanes. Quand il fait jour, à quoi elle sert la bougie? Alors, comme il y a une lumière, je vais prendre la bougie. Donc, j'éteins pour que la bougie elle serve. Mais si de toute façon, il fait clair, je peux chercher de khametz. À quoi me chercher la bougie? Il n'y a pas une xeratakatou de faire avec une bougie. La pensée est simple, c'est que même que c'est éclairé, la bougie, elle vous permet d'accéder à des choses que la lumière n'accède pas. Vous êtes très, très bien. Hein, vous ouvrez un tiroir, la lumière ne va pas vous aider. Il y a des endroits qui sont. Donc, la lampe en particulier, bon, avec la bougie, on a toujours peur de brûler, mais plein d'endroits
vers lesquels la lumière ne vous aide pas beaucoup. Hein, vous ouvrez un fond de four, je veux dire, vous ouvrez le four, au fond, c'est noir. Avec la lumière, vous rentrez dans vous savez ce qu'on appelle Khourim, ce que la Gemara appelle Khourim Muzdakim, les trous et les fentes. C'est ça le but. Voilà, mais il n'y a pas du tout un lien d'éteindre, voilà, où il faut absolument éteindre. Bon, là, encore une fois, certains vous diront ils préfèrent éteindre, ok, il n'y a aucun problème. Et ce que vous avez appelé le din de Arsadra tout à l'heure, c'est on suppose que c'est tellement éclairé que même dans les fentes, en fait, il n'y aura pas besoin d'une bougie. Exactement. Ça veut dire, en fait, je vois très bien, il y a des endroits dans mon appartement où, quand la fenêtre est ouverte, quand il y a le soleil, c'est vraiment c'est un régal, on voit partout. Même j'ouvre les tiroirs de la table, d'une commode, le soleil est dedans. Ça te le dit de Arsadra. Mais c'est pas aussi parce que bon, c'est peut-être pas le cours pour faire la sougia, mais l'idée de faire l'abdika la nuit, c'est pas aussi parce que on dit que les gens ils sont plus chez eux. La Gemara a dit c'est pas, ils ont décidé. La Gemara pose d'autres questions. Elle dit pourquoi c'est Davka le 14 au soir. Elle dit parce que c'est une heure où tout le monde est à la maison. Elle dit pas parce que c'est le soir. La Gemara pose la question. Voilà. C'est clair, pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à autre chose. Ok. S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition. On va passer donc à deuxième volet du Chiour, donc histoire de vous préparer donc au CDR qui est ô combien précis. Quelles sont les obligations de nourriture pendant le CDR? Il y a un passage de la Torah qui dit Ba'erev tochlu matzot. Et un autre qui dit Al matzot umorim yochluhu. Le korban Pessah avec des matzot et du maror, on va le manger. Il y a deux psukim. Seulement le deuxième que je viens de vous citer, donc je répète, Al maror umorim matzot umorim yochlu. On va manger donc le korban Pessah avec des matzot et avec du maror. Puisque maintenant, nous n'avons plus le Beth Amikdash, malheureusement. On n'a plus le Korban Pessah. Donc, cette mitzvah où il faut avoir les trois éléments, matzah, maror et Korban Pessah, ne peut plus être accomplie. Donc, cette mitzvah de manger les trois aliments en même temps n'existe plus minatora. Il n'y a plus. Il reste une mitzvah d'Erabanan de nos jours, de manger de la matzah avec du maror. C'est le fameux sandwich qu'on fait. Matzah avec du maror. Mais comme nourriture, qui est une mitzvah minatora, qui est une obligation minatora, c'est Ba'erev, le premier passouk cité, Ba'erev torfu matzot. Le soir, manger la matzah. Donc pensez bien à cela. Hachem demande ce soir, vous allez manger des matzot. Et mesdames, sachez que vous êtes tenus à cette mitzvah. Avec le même principe que vous êtes tenu à la mitzvah du Kiddush, mitzvah tassé de Kiddush. Shamor ve Zachor. Shamor, c'est mitzvot lo tassé. Zachor, c'est mentionner Shabbat. Baruch ata Hashem ekadesh Hashem. Mentionner donc la Kedushat Shabbat, mitzvah tassé. Normalement, les femmes devraient être tourot, devraient être exemptées. Mais non. Étant donné que la Torah a juxtaposé l'interdiction des mlachot avec la mitzvah tassé du Mekadesh le Yom Shabbat, donc les femmes, étant donné qu'elles sont chayavot des abot, des abot machot, de toute l'interdiction de Shabbat, elles sont un faute du Kiddush. Fin de parenthèse, je reviens à Pessah. Vous avez le même limoud à Pessah. La Torah a dit, Ba'erev tochlu matzot, mais kol machmetzet lo tochlu, vous ne mangerez pas du chametz. Il est clair que les femmes sont tenues au mitzvot lo ta'aseh, mitzvot ne fait pas. Je n'aime pas dire, les gens traduisent mitzvot négatif. Il y a un négatif au prochain de la Torah. On va dire mitzvot lo ta'aseh, ne fait pas. Il est clair qu'une femme ne peut pas manger du chametz, comme les hommes, parce que c'est une mitzvah lo ta'aseh. Eh bien, puisque cette mitzvah lo ta'aseh, kol machmetzet lo tochlu, est écrite juste à côté
de Ba'arev Torah Matzot. Donc, nos Chachamim sont d'Orchim, que les femmes sont tenues aussi de la mitzvah tassée de manger de la matzah. Très intéressant. Donc là, on ne peut pas dire c'est comme Tfilin, comme Tzitzit, comme Souka. Souka non plus, elles n'ont pas d'obligation. C'est très bien qu'elles le fassent, mais elles n'ont pas d'obligation. Eh bien, là, Achilat Matzah, elles sont tenues. Donc, les lachotes que je vous donne ici sont vraies pour les hommes, pour les femmes, pour les garçons, pour les filles. Bien sûr, pour les enfants, ce n'est pas Midin Torah, c'est Midin Chinour, c'est pour les éduquer, mais en tout cas, elles sont tenues. Donc, ce soir, on est tenu de manger de la matzah. Alors, je vous répète, bon, je pense que l'immense majorité de ceux qui m'écoutent ce soir ont déjà entendu ça les années passées, tout le monde en parle, combien on mange de matzah, mais chaque fois, il faut répéter et donner une approximation pour savoir après ce que vous mangez. Pour le Rov des Chitotes, la chita la plus admise, c'est celle de Raphaël Naé, chez Chabad, on fait comme Raphaël Naé, les Sfaradim font comme Raphaël Naé. Un kazaï de matzah, c'est un cube dans lequel on aurait rempli avec de la matzah pilée, mais un cube dont le côté fait 3 cm. Vous connaissez le volume d'un cube de 3 cm, c'est 3 x 3 x 3. 3 x 3, 9, 3 x 3, 27. Ça veut dire c'est un cube de 27 cm cube de matzah. Eh bien, on a fait de très nombreuses fois l'expérience. On a vérifié dans les livres ce que disent les livres, ce que les grands ont essayé de faire pour savoir comment est-ce qu'on compte donc ces 27 cm3. Et bien, ils se sont rendus compte que le poids volumique, la masse volumique, ce qu'on appelle la masse volumique, combien pèse 1 cm3 de masse à piler, eh bien, ce n'est pas 1 gramme comme l'eau. L'eau, les liquides, c'est 1 gramme. 1 cm3, c'est 1 gramme. La masse volumique de la matzah, alors encore une fois, vous allez trouver beaucoup de marloquettes, mais on va dire une moyenne, c'est 0,55. 0,55. La moitié, c'est 2 fois plus léger que l'eau. Donc, si vous faites la multiplication, pour aller à vos calculettes, comme je dis souvent à mes élèves, prenez vos calculettes, 27 multiplié par 0,55, ça va vous donner 14, 80, 90, c'est-à-dire 15 grammes. Voilà. Un kazaïd de matzah, c'est 15 grammes. Certains, dans le livre, rapportent, comme il en reste un peu entre les dents, c'est bien d'ajouter 1 ou 2 grammes, les 17 grammes. Voilà. C'est très important, j'insiste. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, de manière pragmatique, ça veut dire quoi? C'est combien de matzah? Une matzah, une demi, un quart, un dixième. Dans les matzot que l'on trouve dans le commerce de nos jours, des classiques, hein, il y en a plusieurs, des fines, des grosses, mais la classique, c'est à peu près un quart de matzah. Donc, il est vivement conseillé, mesdames, messieurs, d'acheter un pèse-lettre, caché à l'épaisseur, mécanique. Vous aurez même le droit de peser vos kazetim pendant Shabbat et pendant Yom Tov. Ça s'appelle Medida Shel Mitzvah. Ça s'appelle compter pour une mitzvah. Et ça, c'est permis. Peser pour une mitzvah, c'est permis. Donc, vous achetez ce pèse-lettre, essayez, vous allez voir, vous allez prendre une matzah. Certainement, dans le paquet que vous avez déjà acheté, il y a des matzot cassés. Regardez, un quart de matzah, mettez-la sur le pèse-lettre et vous allez tomber à peu près sur 15, peut-être même un peu plus que 15. En général, les matzot font 65-70 grammes. Donc, le quart, c'est plus que 15. Donc, vous avez l'obligation de manger donc, un quart de matzah, minatora. Comme vous savez très bien, alors je vais rentrer, ça va être un peu technique ce que je dis, mais c'est bien que vous entendez ça quand même. Première chose, c'est que le Rambam a une chita spéciale. On n'est pas là pour faire des pilpoulines sur la chita du Rambam, on est là pour donner la robe tranchée. Sur la chita du Rambam, la vie du Rambam est rapportée dans le Shulchan Aruch. Et dans de nombreux cas, on s'appuie sur la chita du Rambam, dans de nombreux cas que je vais citer. Le Rambam considère que le kazaït, ce n'est pas 27 cm3. 27 cm3, c'est la moitié d'un kabetza. Kabetza, c'est 54
cm3. Ce sont les œufs qu'il y avait à l'époque, 54 cm3. La moitié, c'est 27. Le Rambam pense que la betsa, c'est le tiers de 54. Le tiers de 54, c'est 18. Et bien, 18 cm3 pour le Rambam. Et si vous multipliez toujours ces 18, j'espère que vous me suivez, hein, il faut avoir un peu l'esprit un peu matheux. Si vous avez dit vous multipliez par 0,55, vous allez trouver 9 grammes. Ça veut dire, ayez quand même ça dans la tête, que la chita du Rambam, c'est qu'un kazaït, c'est 10 grammes. On va dire 10, on va arrondir. Très, 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 très pratique. Pourquoi c'est très pratique? Parce que quelquefois, il arrive que dans nos invités, dans les sdarim communautaires, on a des invités, on a la grand-mère, on a l'arrière-grand-mère, et qui a beaucoup de mal à manger tous les kazetim qu'on leur donne. C'est bien de savoir que si vous préparez les kazetim à 10 grammes, en tout cas pour les kazetim qu'on mange, à part le premier, on va parler du premier tout à l'heure, celle qu'on prend dans le korer, celle qu'on prend dans la ficomane, sachez que s'il y a besoin, je ne parle pas pour vous, vous êtes en bonne forme, vous avez de bonnes dents, mais pour les vieilles personnes, les malades, les invités qui viennent au CEDER et qui risquent de rester 10 minutes au CEDER qui s'en vont, vous savez, comme dans les CEDER communautaires, il y a des gens qui viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, ils s'installent, il reste un quart d'heure, ils s'en vont. Donc on voudrait leur donner une quantité minimale et tranquille qu'ils ont fait la mitzvah. C'est bien de savoir qu'avec 10 grammes déjà, on a mangé le kazaïd de matin. Maintenant, je reviens, pas dans les cas très très spéciaux que je viens de dire. Les cas traditionnels chez nous, on mange minimum 15. Vous avez certainement entendu à Paris, tous ceux qui ont vécu à Paris ont toujours entendu 30 grammes, 30 grammes, 30 grammes. Bon, ok, on ne va pas revenir sur cela, mais sachez que les grands poskim disent, très intéressant, le Rabbi Yeshiv, les grands poskim, Rabbi Zimka, ils disent comme ça. Comme de toute façon, en général, lorsqu'on fait moti matzah, rappelez-vous dans tout le seder, on a 3 matzot, on prend celle d'en haut, celle du milieu, et puis le papa ou celui qui a le plateau, il prend un kazaï de celle d'en haut, un kazaï de celle du milieu. Donc si on fait cette opération avec le chiffre que je viens de vous donner, à savoir avec 15 grammes, ça veut dire finalement vous allez manger 15 et 15, 15 et 15 c'est 30. Donc même d'après les Mahmirim, ce qu'on appelle Shitat Razonish, certains veulent, et même Raphaël lui-même dans son livre, il ramène ce chiffre de 30 grammes. On ne sait pas trop pourquoi, hein, les grands, pourquoi, mais enfin, c'est un chiffre qui est ramené. De toute façon, comme on mange 2 fois 15 grammes, les grands poskim disent de toute façon, on écrit d'après les Mahmirim. Et tous les autres, si vous prenez que 15, de toute façon, c'est un safek d'Arabanan. Parce que les autres kazetim, ce n'est pas une obligation de la Torah. C'est les Chachamim qui ont ajouté et le Korer, et la Fikovan. Mais le seul qui soit Minatora, c'est le premier. Le premier, on en prend 2. Donc le papa, il va distribuer 2 kazetim à la famille. Un de la shlema et un de celle du milieu. Et donc, chacun des membres de la famille aura mangé 2 kazetim de 15 grammes. Ça fait au maximum une demi-matzah. Et donc, d'après toutes les chitotes, Minatora, il les quitte. Et pour les autres, on me verra tout à l'heure, de toute façon, c'est un safek de Rabanan et on démekil même les khatria. Donc, je résume, pour que ce soit clair pour tout le monde. Il est vivement recommandé que le papa distribue 30 grammes de matzah à chacun des membres de la famille. Chez Chabad, les garçons ont un plateau, donc chacun fera son seder à lui. Mais le papa qui donne donc des matot à son épouse, à sa maman, à ses invités féminines, aux dames, à ses enfants, il va distribuer à chacun 2 kazetim au début. Après, ce sera 15 de 15. Et puis, donc, chacun des membres de la famille aura 2 kazetim, puisque en principe, le papa, il en a 2, un motzi, un matzah. Donc, chacun mangera 2, bien sûr, à coudée. Et donc, on sera quitte d'après toutes les chitotes. Maintenant, les autres sont difficiles, le korer, ficoma, etc. Tous les autres, on se contentera de 15 et garder derrière la tête que dans des cas exceptionnels, la grand-mère, les invités, les gens, pas forcément Shomrei Shabbat et tout, qui sont avec vous, on peut même se contenter de leur donner 10 grammes. Très, très, très beau comme éther que je donne là. Donc voilà, donc, grâce à cette opération, hein, si vous avez bien suivi tout le seder, on est sûr que chacun sera quitte, Kadin et Kalacha, de la Achilat Matzah. N'oubliez pas de vous accouder.
Si vous vous accoudez, les messieurs, pas pour les femmes, mais les messieurs, si vous oubliez de vous accouder, il faut remanger un kazaït. Alors tâchez de bien faire attention. La mitzvah de matzah. Voilà donc, Bekitsour, hein, j'ai dit beaucoup de choses. Hein, en quelques minutes, j'ai dit beaucoup de choses. Je vous ai apporté la chita du Rambam qu'en cas de grand besoin, on peut s'appuyer, de se contenter de 10 grammes. Mais pas tout, on prend 15. Et comme au début, on en prend de toute façon 2, donc on a pris 30. Donc d'après toutes les chitotes, on est quitte. Ça, on fait la mitzvah matzah, kadin vekalacha. Pensez bien que cette quantité de matzah, le kazaït, il faut le manger, ce que l'on appelle birte achilat pras, le temps de manger un pras, selon les chitotes, ceux qui peuvent en 2-3 minutes, c'est facile, hein, 15 grammes en 2-3 minutes. Donc si vous mangez 2 kazetim, ça sera entre 4 et 6 minutes. S'il y a besoin un peu plus, on peut aller jusqu'à 5, un Temar Tzedek qui part de 5 minutes, 5 minutes et demie. Mais ce n'est pas si difficile de manger donc, ces matzot-là en 3 minutes. Une personne qui a un problème de dentier, qui a un problème de mâcher, il est même permis de prendre de la matzah pilée. Et je vais plus loin, il est même permis de la piler pendant Shabbat ou Yom Tov. On a déjà vu ça dans Tochen, rappelez-vous, la mlacha de Tochen. La matzah, c'est de la farine reconstituée. C'était des grains qu'on a pulvérisés. Donc, il y avait déjà une première trinaïde, première mouture. Ça a déjà été moulu. Ça a été moulu, puis on a pris cette farine, on l'a reconstituée, on a fait une. Donc, vous avez le droit de la réécraser. Dans l'année, pour les dames, hein, s'ils ont besoin d'écraser des biscottes pour leurs enfants, etc., c'est permis. On peut, du pain, des matotes, du pain, des gâteaux, on peut les mietter pendant Shabbat. Donc, on avait parfois des invités, on me dit, il n'y a pas de problème, je peux vous écraser la matzah. Oui, ça m'arrange. On leur écrase la matzah, c'est assez facile à avaler de cette manière-là. Voilà donc un tableau rapide, peut-être un peu sec, hein, si j'ose dire, hein, c'est plutôt sec, mais bon, il faut savoir, hein, je sais que beaucoup de gens me remercient quand je leur dis qu'avec un quart de matzah, ils sont quittes. Donc, je m'en fais fort de le dire, qu'il ne faut pas s'angoisser. Il ne faut pas que la fête de Pessah soit une angoisse, ni avec le ménage, ni avec ce que l'on a mangé pendant cette heure. C'est Moadim Bessimcha, il faut être Bessimcha, il faut le faire détendu, il faut le faire se sentir vraiment en liberté. Allez-y, vos questions. Messieurs, dames, je vous écoute. Rav Zerbib, Oui. pour les 4 minutes, est-ce que c'est un minag ou c'est une halakha pour finir de manger la matzah dans la bouche? Parce que c'est une halakha. Birde achilat pras, c'est une halakha. Maintenant, les shiurim, c'est des marloquettes, comme toujours. Mais c'est une halakha. Ça veut dire que si on mange plus long, dans un temps plus long, d'après la Gemara, ça ne s'appelle pas achila. Ça s'appelle kosses. Je cherche le mot, ça s'appelle grignoter. Voilà, du grignotage. Quand on grignote quelque chose doucement, comme une personne qui prendra un café, il peut prendre 10 gouttes de café toutes les 2-3 minutes et il va finir son verre en 2 heures. Il ne fait pas la bracha achrona. on est quitte des 4 minutes sur quelle quantité? Sur le kazaït, des 15 grammes. Donc, le quart de. Quand vous commencez votre quart de matzah, vous avez votre quart de matzah. Disons que vous avez commencé le quart de matzah à minuit montre en main, il faut venir à minuit 4. Oui, c'est-à-dire que si j'ai mangé les 15 premiers grammes pendant les 4 minutes, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, donc c'est pas la moitié de la matzah. Non, du tout. Bon, dès que vous commencez, en fait, si vous voulez savoir exactement quand ça commence, quand vous avez commencé à mettre la matzah dans la bouche, vous la mâchez. À partir du moment où vous avez avalé le premier gramme, on va dire, alors le compte à rebours des 4 minutes, il commence. Vous voyez? À partir du moment où vous avez commencé à avaler, pas à mâcher, avaler, ici, ça passe dans la gorge. Et donc, disons que vous avez commencé à avaler le premier gramme à minuit 2, donc vous avez minuit 6, 2 plus 4, 6. Vous voyez? Rav Zerbib, si j'ai des chaises qui n'ont pas d'accoudoir, pour s'accouder, est-ce qu'on peut prendre une chaise en plastique et s'accouder sur le dossier de la chaise en plastique d'à côté? Oui, vous pouvez, madame, vous pouvez. On n'est pas maxi sur ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que de nos jours,
si vous avez vu dans les pays nord-africains, les gens pachout étaient allongés, vous voyez, c'est la manière de manger. De nos jours, ce n'est pas notre manière. C'est presque, j'ai envie de vous dire, c'est presque une corvée, c'est difficile de s'accouder comme ça. Donc, c'est plus, les postes qui me disent que c'est plus ce qu'on appelle un zecher, c'est un équerre. C'est une manière de dire, voilà, on se rappelle que nos ancêtres étaient en liberté de cette manière, vous voyez. Donc, on ne va pas dire comme les tefilines, si les tefilines ne sont pas parfaitement carrés, on n'est pas quitte. Non, l'essentiel, c'est de montrer un geste où on fait de manière différente de l'habitude. Bon, maintenant, il faut quand même que ce soit pas ridicule. Si vous mettez un petit tabouret avec un coussin à côté, bon, vous comme ça un petit peu en diagonale, c'est bon. Merci. J'en parle pas. Rav, voilà Rav. Oui. Excuse-moi, 2 questions. Quand vous parliez de minuit 2, vous parlez des 3 minutes ou 4 minutes pour la ficomane ou pour le motzi matzah? Je parle pour chaque kazaït. Donc, le motzi matzah, il y en a 2, donc multiplié par 2. Non, je veux dire, la halakha des 3 minutes, comme vous disiez, minuit 1 avaler, mais si vous avez, quand vous mangez, vous mâchez, ce n'est pas le moment, le compte à rebours, mais vous avez dit minuit 2. Quand vous commencez, oui, quand on commence à avaler, ce n'est pas quand on commence à mâcher. Absolument. Non, je m'excuse, à la je m'ai limite, exprimé. À la limite, ça veut dire à la limite. Si vous avez la force de mâcher pendant 5-10 minutes jusqu'à ce que ça devient vraiment du hachis comme ça, les 4 minutes n'ont pas commencé. Ou les 2 minutes n'ont Non, pas c'est commencé. pas ça. Peut-être j'ai mal compris. Quand vous parliez de l'horaire minuit 2, ça correspond plus à l'heure où on mange de la ficomène. Oui, j'ai bien compris. Non. C'était un exemple que je vous ai donné. C'est un exemple. Donc pour le qui commencerait, ça aussi. Absolument. Bon, Ah. maintenant, si vous me permettez de vous dire qu'à Paris, ce n'est pas du tout comme ça. Hein. Hatzot, c'est à 2 heures du matin. Ah. Beaucoup de familles, à minuit, c'est le début du Seder. Ah oui, bon, ça, j'ai été à Paris aussi. Ouais. Et par contre, vous répondiez à la dame d'avant, mais une femme, ça ne coûte pas, on est d'accord? Absolument. Non, je dis, ce n'est pas pour elle qu'elle parlait alors, d'accord. Okay. Oui, madame m'a posé une question générale sur la assez basse. D'accord. Maintenant, vous savez que c'est comme il faut répondre à ces questions parce que le minag des Sfaradim, le Mechaber, c'est que les femmes s'accoudent. Ah bon, d'accord. Ah, bah, c'est sûr. Ça coûte pas. Les Sfaradim s'accoudent. Ah, d'accord. Mais excusez-moi de revenir là-dessus, quand vous me parlez des 3 minutes, c'est pour tous les kazaïs, vous allez dire, donc pour le kazaït de Motimata, pour le korer et pour la ficomène, c'est ça? Absolument. C'est toujours entre 2 et 3 minutes. Donc pour tous les. À chaque fois qu'on mange de. D'accord, ok, d'accord. Absolument. Merci. Mais attention, je répète encore que Motimata, on en prend 2. Donc, il faut oui, pour faire 30. Pour faire, le temps, voilà. Pas grave. Mais par contre, pour le korer, une seule suffit. Oui. Enfin, une moitié suffit. Absolument. Ah, maintenant, sachez que pour la ficomane, regardez bien la Haggadah. Oui. Il y a je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire parce qu'on a mangé, on n'en peut plus, mais pour la Haggadah, pour la ficomane, il y a un lien d'en prendre 2. C'est vrai. Du Zévar, etc. Donc, si vous êtes vraiment très fatigué, c'est dur, sachez que vous pouvez, par exemple, vous appuyer sur la chita du Rambam, et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 10 grammes, et donc 2, c'est 20 grammes, c'est pas grand-chose. Vous voyez, c'est vrai, je vous oblige à faire du jonglage, mais celui qui sait jongler… Une matzah de Kfar Chabad classique, ça voudrait dire quoi, 20 grammes? D'après ce que j'ai expliqué, si vous avez bien suivi le shiur, j'ai dit que la chita du Rambam, c'est qu'un kazaï, c'est 10 grammes. Oui, j'ai entendu. Donc, comme je dis, dans l'afikoman, regardez bien la Haggadah là-bas, il y a un lien, les khatria, de manger 2 kazetim. Ok. Alors, si maintenant, je ne peux pas les manger, c'est très dur pour moi, dans ma tête, je pense qu'il y a quand même la chita du Rambam qui dit qu'avec 10 grammes seulement, c'est déjà un kazaït. Donc, si je prends 2 fois 20, d'après le Rambam, je vais manger les 2. Non, mais ma question, c'était, ça représente quoi pour la matzah classique ça représente 10 grammes, c'est pas compliqué. Si 15 grammes, en général, la moyenne, c'est un quart, j'ai envie de vous dire, ça fait à peu près un cinquième. Mais franchement, il ne faut pas s'appuyer sur des approximations comme ça. Je veux vraiment, les mains d'aller acheter un pèse-lettre, les peser. C'est comme ça qu'on fait. Bon, ok. Alors, un quart, c'est déjà 15 grammes. Un quart, c'est 15. Un quart, c'est 15. Ah ouais.
Il y a 4 kazetim. Il y a en général 60-70 grammes dans une matzah. Donc, vous divisez en 4, ça fait un peu plus Ah de bah ouais, 15. c'est ça, d'accord. Ok. Ah, très bien. Ok, merci. D'accord? Parfait. Autre question. Allez-y. Oui, excusez-moi, bonsoir, Rab. Bonsoir. Quand vous parlez du poids de la matzah, vous parlez de la matzah industrielle ou faite à la main? En général, ce que je vous dis, c'est en général la matzah, ce qu'on appelle la matzah shmoura. Malheureusement, shmoura. vous voyez. Maintenant, D'accord. si vous avez les équivalents dans les autres matzot, je n'ai pas fait d'expérience. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est un peu compliqué, ça, il faut savoir compter. Il faudrait avoir un cube, ou avoir des verres gradués, des verres qui vous donnent 27 cm3, écrasez votre matzah, une matzah machine, quelle qu'elle soit, vous l'écrasez, vous voyez combien elle pèse dans 27 cm3. Mais ça, il faut savoir, hein, il faut… D'accord. Donc, c'était sur la matzah Très bien. D'accord. Ok, merci. Je vous en prie. Rav, j'ai encore une question. Vous avez dit qu'il faut il faut que le papa il distribue deux kazaït de ses matzot. Mais s'il a plus que 4 filles, alors comment il pourra donner à tout le monde un kazaït à chacun? Alors, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas dit qu'avec ses matzot à lui, de son plateau à lui, il va donner à toutes ses filles. Pas du tout. Il faut du paquet de matzot. Du paquet de matzot, il donnera donc les 2 kazetim avec d'autres matzot que celles qu'il a sur son plateau. Il va donner donc les 15 et 15, 30 grammes à chacune de ses filles. Et quand il va faire la bracha, il va manger, le papa, c'est les kazetim de son plateau, et les filles, c'est les kazetim qu'on leur a préalablement donnés. Maintenant, je vais ajouter un détail. Votre question, elle me rappelle que j'ai oublié un petit détail. C'est que les filles qui n'ont pas de plateau ont l'habitude, rappelez-vous, le Shabbat et Yom Tov, de goûter un petit peu de la matzah, de la chalash lema sur laquelle le papa fait la bracha. Le papa fait la bracha, il coupe le pain, il donne à chacun de ses enfants, oui. Donc, ça veut dire que les enfants vont manger un morceau de la matzah ou de la chalash qui était shlema, qui était pleine, qui était entière. Donc, il faudra que le papa pense, dites ça à votre époux, madame, que le papa pense, donc il distribue d'abord à chacune de ses filles les kazetim, mais après, quand il fait la bracha, que tout le monde commence à manger, il faut qu'il ait le réflexe de prendre un petit morceau, même 1 gramme, de la matzah shlema et distribuer à chacune des filles de sa ménage, sa femme, sa mère, toutes les femmes qui sont autour de la table. Est-ce que je me suis fait comprendre? Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. C'est des petits détails, mais c'est dikdouk et mitzvot, mais c'est ça que Hachem il veut que les Juifs rentrent dans les tout petits détails. Oh, Hachem. Autre question, allez-y, n'hésitez pas. Vous avez dit qu'il doit donner de la matzah sur laquelle on a fait la bracha. Encore une fois. S'il y a 20 personnes à table. Alors, s'il y a 20 personnes à table, d'abord, les 20 personnes, vous leur donnez des matzot du paquet, et sur la shlema que vous avez devant vous, je pense, hein, Baruch Hashem, j'ai d'expérience, on a passé des sdarim en grande famille et tout, il y a toujours de quoi leur donner 1 gramme chacun. Combien il y en a? 40? Donner 1 gramme à chacun, en généralisant. Mais s'il y en a vraiment pas, tant pis, j'ai envie de vous dire. S'il y a 200 personnes, tant pis. Mais je vais vous donner quand même un conseil. Écoutez bien le conseil que je donne. Si vous avez le minak rabad, vous savez que les garçons, ils ont leur plateau. Donc, les garçons, ils ont des shlemot aussi. Donc, si la shlema du père ne suffit pas pour, on va dire, il y a 40 filles autour de la table, eh bien, les garçons et le papa s'arrangeront pour prendre un peu de leur shlema et distribuer à chacune des filles. Compris? D'accord. Et donc s'il y a 4 familles et il y a 4 pères, le père, il donne que pour sa famille. Voilà. Ouais, absolument. Je prends une chose. Donc, du coup, il n'y a qu'un seul kazaït qui est midoraita. Donc, ça veut dire si on veut vraiment faire le minimum syndical, c'est 9 à 10 grammes. Une personne, elle a fait les mitzvot juste de oraita. Elle a déjà fait quelque chose. Encore une fois? Si une personne, elle dit vraiment, je peux manger le minimum, il faut vraiment m'en donner le moins possible de la matzah. Et la mitzvah de la Torah, c'est de manger un kazaït. Donc, à la limite, le minimum syndical, c'est 9 à 10 grammes pour que quelqu'un ait au moins fait quelque chose. Alors, je vais dire oui, mais. Pourquoi oui, mais? Parce que
comme j'ai dit, c'est la chita du Rambam. Comme c'est la chita du Rambam, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Et comme c'est une mitzvah minatora, ça devient un safek de Horaïta. Ça fait de Horaïta, on est mahmir. Donc, pour répondre à votre question, minimum syndical, ça serait une personne, on va dire, ou bien qui a un problème, qui s'est fait opérer. Il y en a un qui m'a posé la question, elle ne peut pas avaler le temps, elle a mis un anneau dans le ventre. Vraiment, c'est pratiquement piquoir nefesh. Ou bien des gens bon, qui ne sont pas macpides, ils sont là, ils auraient pu ne pas être là avec vous dans le CDR. Mais si c'est quelqu'un qui est pratiquant, c'est sûr qu'il doit avoir les 15 grammes. Il doit avoir les 15 grammes quand même, parce que c'est quand même ça fait de l'oreïta. D'accord. Et alors, par contre, toutes les autres fois dans le CDR où on mange de la matzah, du coup, c'est une mitzvah des Rabbanan? Oui, absolument. Absolument. Dès que vous êtes dans le Ba'erev Torshu Matzot, ce que la Torah dit, Ba'erev Torshu Matzot, Ba'erev Torshu Kazait. Donc, si les Africains, tout le reste, c'est des Rabbanan. D'accord. Et donc, du coup, là, ça fait que des Rabbanan, on va à l'écoula. Donc, à la limite. Exactement. Et je vais aller, allez, je vais poser la question, vous me donnez la transition. Ensuite, on va manger le Maroc. Le Maroc, il est des Rabbanan. Vous regardez dans tous les contressim qui paraissent, regardez, ils vous proposent 19-20 grammes de chassa, de Maroc, de romaine. La romaine, elle a la même masse volumique que l'eau. C'est 1. C'est-à-dire que si on prenait un kazaït de romaine, il faudrait prendre 27 grammes. Or, vous voyez pratiquement partout, bon, des martérim, il y en a partout, mais même je crois à dit qu'on peut s'appuyer sur la charte du Rambam dans le Maroc de nos jours, parce que le Maroc, il est des Rabbanan. C'est pour ça que vous prenez les listes, prenez beaucoup de Rabbanim en France, ils vous mettent la quantité de Maroc, ils vous mettent 19-20 grammes. Ma pitom, pourquoi 19-20 grammes? D'où ça sort? Mais pourquoi? Parce que malgré le fait que la romaine, elle a la même base volumique que l'eau, et donc le kazaït, ça devrait être 27, mais là, comme le Maroc, c'est Midera Bana, on s'appuie sur la chita du Rambam, c'est le tiers du Kabetza, 54 divisé par 3, ça fait 18. Nifla. Absolument. On fait comme ça les khatrila. Bon, vous savez très bien qu'il y a des marchés qui vont vouloir manger 27 et 30 et 40, ok. Mais si je devais donner les quantités minimales, parce que je sens que les gens, bien il nous manque de la chassan, il nous manque de la salade, etc., je donnerais effectivement 19 grammes, mais c'est bon. Autre question. Du coup, juste quand on dit moti matzah, matzah, ça veut dire s'acquitter de la mitzvah de la Torah, et moti, ça veut dire le fait de faire moti sur la Séouda. Voilà. Et, alors, du coup, pour faire moti, et c'est juste une mitzvah des Rabbanan, du coup, de faire moti pour manger. Voilà, je parle de la matzah pour manger, pour dire que c'est une institution des Rabbanan, ça, de faire moti sur une Séouda Yom Tov, même peut-être de manière générale. Si vous demandez, c'est des grands pilpouls. Il faut savoir, c'est un chov, c'est chova. C'est pour ça que le minag, c'est que si on oublie Alev Yavo, à Yom Tov, on oublie Retzeh Shabbat, dans le repas du vendredi soir, le repas du midi, pourquoi? Parce que le pain, c'est chova. Maintenant, si sur chova, ça rentre dans ce qu'on appelle Oneg Yom Tov, ça, il y a déduction là-dessus. Pense que c'est la Torah, certains pensent que c'est l'Idrabanan. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'implications, beaucoup d'ashlachot de cette question. Une personne qui est, par exemple, allergique au gluten, elle ne peut pas. C'est-à-dire quoi? Donc, elle rate une mitzvah de la Torah. C'est une vraie question, ça. Si c'est le cas, bon, si ça vous intéresse, on pourra en parler. C'est un chiour en soi. Quoi. Bon, mais il y a des méthodes sans gluten. Non? Oui, je sais. Autre question, allez-y. Oui, moi j'ai une question. Allez-y. J'ai une question par rapport au vin. Les 4 coupes de vin, c'est obligatoirement du vin ou alors je peux prendre que du jus de raisin? Ou alors, si je ne peux pas prendre du jus de raisin, est-ce que c'est bien si je prends moins de vin à chaque fois que la quantité recommandée? Alors, bon, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, on tourne la page, on passe à un autre chapitre. C'est une très bonne question. On a parlé pour l'instant de la matzah, on a parlé du Maroc. Maintenant, on va parler du vin. Premièrement, madame me demande la qualité. Et deuxièmement, on va parler des quantités. Je vais commencer par les quantités déjà. C'est
c'est clair, il n'y a pas de discussion. Les quantités, nous tenons comme Raphaïm Naé, Cheikh Abad comme Raphaïm Naé, les Sfaradim comme Raphaïm Naé. Bon, encore une fois, il y en a qui font comme Razonich plus, 150, mais nous, on sait c'est 86. 86 quoi? C'est 86 millilitres égale 86 grammes égale 86 cm cubes, ou bien 8,6 centilitres. Bon, si ça vous parle, c'est un petit, on va dire, c'est un petit verre de thé, en gros. On en trouve beaucoup dans le commerce, 100 c'est bien, hein, un peu plus que 86. Alors, il y a les khatrila, c'est bien de finir le verre. Ce n'est pas la peine d'avoir des grands verres parce que théoriquement, il faudrait les finir, ce n'est pas la peine d'en boire trop. Bon, prenez un verre qui a juste 100. Je donnerai un autre chiffre tout à l'heure, on verra. Donc, on aura donc 4 verres de sang. Le mieux, c'est de les boire entiers. Mais pour une personne qui aurait du mal à boire, ou une femme qui pourrait être c'est difficile, il y a la possibilité de prendre ce qu'on appelle melolugmav. Melolugmav, c'est rov rebit, c'est le rov. Le rov de 86, c'est un peu plus que 43, on va dire 44 grammes. Donc, si vous prenez un peu plus la moitié de votre verre, c'est bon, vous êtes quitte. Donc, finalement, si vous faites le total, 43 multiplié par 4, ça fait du 170 grammes. Ce n'est pas grand-chose pour toute la soirée. Pas grand-chose. Et vous êtes quitte. Vous avez pris vos 170 grammes, à peu près 170 grammes de vin. Maintenant, si ceci aussi c'est difficile, vous vous demandez est-ce qu'on peut prendre autre chose? Alors là, je passe à la deuxième question. C'est quel vin nous acquitte? Alors, je vais répondre, c'est très simple. Tous les vins sont cachers pour Pessah. Tout. Je ne parle pas de cacheroute, hein, je parle de cachère pour qualité du vin. Ça veut dire le vin rouge, le vin blanc, le vin pétillant, le champagne, le jus de raisin, le Barthénora, sucré, pas sucré, cuit, pas cuit, tout ça c'est cachère. Tout est cachère. Maintenant, la question immédiate, ok, cachère. Est-ce qu'il y a une adifout, une préférence? Eh bien oui, il y a une préférence. La préférence, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est ce qu'on appelle en France un vin. En France, un vin, c'est rouge. Ça existe le vin blanc, vin rosé, oui. C'est du vin rouge, pas cuit, bien sûr, pas sucré, pas pétillant. Sinon, pétillant, ça devient du champagne, du mousseux, tout ce que vous voulez. Qu'on appelle en France, quand on vous dit on veut du bon vin, c'est du vin rouge, pas pétillant, pas sucré, etc., etc. Donc, le mieux, hein, messieurs, à vos porte-monnaie, je sais que c'est pas évident. Si les messieurs qui supportent le vin, c'est mieux d'investir, appelez ça une bouteille, ça vous suffit. Vous achetez une bonne bouteille, vous mettez le prix et vous buvez vos 4 verres. Et quand il est de bonne qualité, il ne fait pas mal, il fait ni mal au ventre ni mal à la tête. Achetez du bon vin. Maintenant, pour les dames, c'est clair que si les dames veulent un vin qui est à peine alcoolisé, c'est cachère aussi. Et même le jus de raisin qui n'est pas du tout alcoolisé, c'est cachère. Juste le jus de raisin, un mot que je pense avoir apporté déjà, il y a un très joli mot. Il dit avec le jus de raisin, on est quitte, comme c'est marqué d'ailleurs sur les jus de raisin, cachère pour les arba à kosot. Il dit, on est quitte des arba à kosot, mais on n'est pas quitte de khérout. Très beau comme mot. Ça veut dire, on est quitte des 4 verres, on a bu les 4 verres. C'est du vin, c'est 4 verres de vin. Mais dans ce vin, il y a une attitude à avoir, un sentiment qui s'appelle khérout, se sentir en liberté. Bon, si vous avez bu un verre de jus de raisin, c'est comme si vous avez bu un coca, au niveau effet impact sur la tête et sur le cœur. Pas plus. Alors qu'un verre de vin, ça a un autre impact. On est un petit peu, je ne vais pas dire ivre, bon, bah, c'est tout, l'effet de l'alcool, on est plus bessimra, on est plus souriant, c'est connu. Et donc, c'est bien, ça fait partie donc, de la liberté dans les fêtes, dans toutes les fêtes, dans les bons repas, on fait du bon vin. Et ça met bessimra. Donc, en fait, ma réponse est simple, tout est cachère, tout est cachère. Et donc, pour les femmes, on peut par exemple préconiser qu'elles font un mélange entre le vin et du jus de raisin. Si maintenant une femme, elle sait que dès qu'il y a du vin, elle est saoule, elle est plus dans ses kélim, bon, bah, elle n'en prend pas, c'est tout, hein, il faut être intelligent, c'est évident. Évident. Mais si maintenant elle le tient bien, c'est bien aussi qu'elle soit aussi bessimra. Bon, pas avec les enfants, bien sûr, mais une femme qui a l'habitude, qui aime le vin, ça, mettre un peu de vin, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, tâchez d'avoir du vin qu'on appelle un vin pas cuit. Hein. Alors, vous allez me demander, question traditionnelle, on a des invités qui sont peut-être pas chômeurs de Shabbat, est-ce qu'on fait? Ok.
même si vous avez invité par Shomer Shabbat, vous pouvez parfaitement avoir une bouteille de vin l'eau mevouchal, pas appuyé. Bon, faites attention, si vous êtes très marmire, vous allez l'entourer avec du papier aluminium. Si vous êtes un peu moins marmire, c'est pas très grave. Riyad Goy, c'est une khumra, c'est une khumra. Si les bouteilles comme elles sont maintenant sont noires, on ne voit pas le vin à travers. Mon avis, c'est que c'est dommage de sacrifier la qualité du vin parce qu'il y a une personne qui a un vague crainte qu'un non-Shomer Shabbat, il le voit ou il le touche. C'est très lointain. Pour moi, il faut avoir du bon vin à table. Voilà donc pour le vin. Je vous ai répondu, madame? Rav, j'ai une question. Oui, très bien, je vous remercie, Rav. Très bien, merci. Allô? Je vous écoute, madame. Je vous écoute. Quand on fait le kiddush pendant le seder, est-ce que la femme, elle doit refaire la bracha Boré Kriya Geffen ou alors on fait comme Shabbat, on ne refait pas la bracha et on boit directement? Écoutez, il y a différents minagim dans ça. Il y a différents minagim. Dati, je pense que c'est mieux qu'elle fasse la bracha. Très bien. Surtout, madame, que chez Chabad, on tient, vous savez que Minhag Ashkenaz, en fait, c'est le Rama, c'est que nous, on fait 4 fois la bracha. 4 fois. Pourquoi? Parce que chacun des vers, c'est une mitzvah. Donc, la bracha qu'on a fait sur le premier, pour nous, il ne la quitte pas le deuxième, que l'on boit juste avant le repas. Alors, pour les Sfaradim, ça la quitte. C'est-à-dire que nous, on considère que chacun des vers, c'est une mitzvah du Fnatma, c'est une mitzvah en soi. À mesure que c'est une mitzvah en soi, c'est très bien que la femme, elle fasse sa bracha, selon le principe connu, qui dit Bo yotam veshlucho, c'est toujours mieux de faire une bracha personnelle que d'aider un chaliar, que par un chaliar. Donc, moi, je préfère que chacun fasse sa bracha. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va arrêter pour ce soir, Rav Zerbib. On arrête pour ce soir. Ok, Gérard, en tout cas, je voulais vous dire que je suis très, très content de reprendre le shiur avec vous. Je ne vous cache pas que ça m'a beaucoup manqué, mais j'étais obligé, j'avais un mariage, puis j'avais la collecte. Je voulais réitérer mes remerciements à tous ceux qui nous ont aidés pour la collecte. Baruch Hashem, c'était une atzlacha. Donc, on rebondit et on va d'abord augmenter les salaires de Avrechim, qui était vraiment minimum. On va engager des travaux, on va grandir donc dans le nombre et dans la qualité Bezrat Hashem. Encore donc un grand Yishar Koach à chacun, un grand merci, et qu'on continue à se tenir main dans la main, faire avancer la Torah, faire avancer la Yirat Shamayim et faire avancer Beikar, l'arrivée de Mashiach. Voilà, Rav, une question pour Yudalef Nissan. Il y aura cours la semaine prochaine, vous allez l'avancer ou le reculer? Yudalef Nissan, est-ce que vous pensez qu'il y aura des absents? Parce que c'est Yudalef Nissan. Oui, il faut maintenir. À lundi soir, tu maintiens, GG? Bien sûr. Ouais, mais comment on fait? Enfin, ok, d'accord. Bon. Comment on fait? Toi, tu es dans une configuration, il y a des gens qui sont dans une autre configuration. Bah, c'est pour tout le monde, enfin, bon, je sais pas. Même le Rav, il va. Bon, écoutez, je vais en parler à Gérard, il va réfléchir lui-même. Si le fait de reporter, je dois voir mon calendrier, mais il me semble que la semaine prochaine, j'ai rien de spécial. Ça y est, les mariages, ça y est. Donc, peut-être on pourra reporter à mardi. On verra, on en parle avec Gérard cette semaine. Merci, Rav. Merci, Rav. Voilà. Allez, bonne soirée. Merci.